Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h. Voici les titres du journal. À la une de l'actualité, vendredi noir en Égypte, les terroristes ont encore frappé. Le bilan est très lourd, au moins 235 personnes tuées et 109 blessés. L'attentat a visé une mosquée du Nord Sinaï. Le président égyptien a décrété 3 jours de deuil national et promis une réponse brutale. Politique, les députés du PDS ne vont pas voter le projet de loi de finances 2018 qui sera bientôt soumis à l'Assemblée nationale. Maître Madi Kenya et ses collègues invoquent l'existence de dépenses de fonctionnement jugées coûteuses et inutiles comme le terre, les bourses de sécurité familiale, entre autres. Esclavage en Libye, la vague d'indignation se poursuit. Les activistes sénégalais ont pris le relais à travers un rassemblement à la place de l'Obélisque. Ces membres de la société civile prennent les gouvernements africains pour responsables du mauvais traitement des migrants en Libye et dans d'autres pays du monde. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le recteur veut s'attaquer à un mal, le chevauchement d'années pour la réglementation du calendrier universitaire. Le professeur Ibrahima Thioub envisage également de booster le taux de réussite qui tourne autour de 40% selon le président de l'Assemblée de l'université qui a également annoncé d'autres mesures à l'occasion d'une conférence de presse. En fin d'édition, nous recevrons Mamour Cissé, il est le président du PSD Diantbi. Entre autres sujets, l'économie et la politique. Je rappelle que Mamour Cissé a également été vice-président à l'Assemblée nationale. Bienvenue à tous. C'est l'attaque terroriste la plus meurtrière jamais survenue en Égypte. Au moins 235 personnes tuées. L'attentat a visé une mosquée dans la péninsule du Sinaï. Le président Al-Sisi a décrété 3 jours de deuil national et a également promis une réponse brutale. Daniel Diouf. Le bilan est lourd. Au moins 235 personnes tuées, plus d'une centaine de blessés. Il s'agit de l'attaque terroriste la plus meurtrière jamais survenue en Égypte. Un attentat à la bombe qui visait une mosquée de la péninsule du Sinaï dans le nord de l'Égypte. L'attaque a eu lieu en pleine prière du vendredi à la mosquée Al-Raouda dans la capitale de la province du Nord Sinaï. Dans cette région, des forces de sécurité combattent la branche égyptienne du groupe djihadiste État islamique. Selon la police égyptienne, après l'attaque à la bombe, des hommes ont ouvert le feu sur des fidèles, puis les assaillants ont incendié des véhicules devant la mosquée et bloqué les voies d'accès au bâtiment pour retarder l'arrivée des secours. Un chef d'un groupe bédouin qui combat l'État islamique a déclaré à l'AFP que cette mosquée était connue comme un lieu de rassemblement de soufis, ces adeptes d'un courant mystique de l'islam considéré comme hérétique par le groupe terroriste. Le président Abdel Fattah al-Sisi a promis une réponse brutale. L'armée égyptienne a déjà lancé des frappes aériennes ce soir dans le nord du Sinaï, selon des témoins et des responsables des services de sécurité. Des frappes qui se concentrent sur plusieurs zones montagneuses où l'attaque s'est produite et probablement lieu de retranchement des insurgés islamistes. Le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national. Imaginez une attaque terroriste à Saint-Louis, les principales cibles étant le pont Faidherbe et l'Institut français où il y a eu une prise d'otage. Rassurez-vous, ce n'est pas une réalité et on ne le souhaite pas, ce n'était qu'un simple exercice de simulation. L'opération est conjointement menée par la gendarmerie et la police. La peur s'est quand même emparée des populations rassurées par le gouverneur de région, mais aussi le directeur général de l'administration territoriale, Ousseynou Diop Abibsek. Les équipes de secours des forces spéciales de la police et de la gendarmerie ont participé à Saint-Louis à des exercices de simulation. Sur le pont Faidherbe d'abord avec une explosion simulée et ensuite à l'Institut français où une prise d'otage a été déclarée peu après 10 heures. Des exercices qui ont fait peur à la population mais qui visent à renforcer leur sécurité. Était donc d'éprouver les capacités donc, de ce CRCO à prendre en charge et apporter les réponses idoines à ces situations de crise. Voilà exactement ce qui s'est passé ce matin. Tester également la capacité de nos hôpitaux à prendre en charge des blessés. Pour ces opérations, 200 éléments des forces d'intervention ont été mobilisés.
Les éléments d'intervention de la police, la BIP et le GIGN ont travaillé ensemble, la main dans la main, avec l'appui même de l'armée dans la projection, pour que cet incident puisse être maîtrisé. Au total, 200 personnes ont été engagées. Heureusement que nous disposons au Sénégal de forces de défense et de sécurité rompues à la tâche, très professionnelles, comme vous avez pu le remarquer ce matin, qui déjà ont réussi à mailler tout le terrain et qui, dans le cadre déjà de la prévention, ont réussi tellement de choses que notre cher pays, alhamdoulilah, est pour le moment à l'abri de ce genre de phénomène. Après Mbour, Saint-Louis était à l'honneur avec des exercices pratiques qui participent à la lutte contre le terrorisme. Le directeur général de l'administration territoriale explique ici les motivations des autorités étatiques. Des enseignements sur le terrorisme de façon générale et sur les comportements et attitudes qu'il faut avoir en cas de menace terroriste et en cas également de commission d'actes terroristes. Et l'exercice venait justement compléter ces cours théoriques pour permettre, comme je l'ai rappelé, à ces chefs de circonscription d'être suffisamment capacités pour éventuellement faire face à des situations de crise liées au terrorisme. La région de Ziguinchor sera à l'honneur dans les prochains jours. Au Sénégal, la question de la lutte contre le terrorisme occupe une place importante dans les actions du gouvernement. Sur les scènes de crimes simulés, toute l'administration était sur place pour suivre le déroulement des opérations. Nous restons à Saint-Louis où un enfant nouveau-né a été retrouvé mort. Il a été jeté dans le fleuve près du pont Faidherbe et a été retrouvé par des passants. Un fait inédit décrié par les Badianougor. Ces femmes appellent justement les filles à plus de responsabilités et éviter ces genres d'actes de barbarie. Nous suivons les réactions au micro de nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Seck. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut s'en remettre à Dieu. Beaucoup de femmes se fatiguent pour avoir un enfant et pourtant, elles ne l'ont pas. Donc, si le Seigneur te fait la faveur d'avoir un enfant, il faut accepter sa volonté. L'enfant est un trésor de Dieu. On condamne l'acte. On est vraiment désolé en tant que Badianougor. C'est une honte en tant que maman, tante, grand-mère. Celles qui font ces genres d'actes doivent réfléchir avant d'agir. Quand tu mets un enfant au monde, si tu ne peux pas t'en charger, vois d'abord dans ton entourage quelqu'un de confiance. Tu lui offres ce bébé, ou bien chez les sœurs, ou bien chez les Badianougor. Nous, on peut s'en charger. C'est mieux de faire un don de ce bébé que de le jeter. Il ne faut pas être gêné d'expliquer les conditions dans lesquelles tu as eu cet enfant. Mais jeter un enfant, c'est révolu. Vraiment, ce n'est pas normal. On doit veiller à ça pour que ça cesse. Politique avec l'affaire Khalifa Sall, les députés sont convoqués en plénière demain samedi pour statuer sur la levée de l'immunité parlementaire de leurs collègues. Par ailleurs, maire de Dakar, Ndongo Sarr du groupe parlementaire Liberté et Démocratie dénonce un vice de procédure car à ses yeux, la commission ad hoc devant auditionner Khalifa Sall n'a pas effectué le déplacement. Quant à Théodore Chérif Monteil de Benno Bokk Yakaar, il invite ses collègues parlementaires à plus de prudence dans cette affaire. Alassane Badia Faraba. Les choses n'ont pas pris beaucoup de temps. Une procédure presque bouclée. Place à la plénière. Va-t-on vers la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall? Théodore Chérif Monteil se veut clair et c'est par principe. Il est contre la levée de l'immunité parlementaire de tout député. Je ne peux pas dire que je vais voter oui ou non, mais par principe, je suis contre la levée de l'immunité parlementaire. Donc vous allez voter non? Je ne peux pas vous dire le sens de mon vote, le vote est secret. Mais comme je vous ai dit, par principe, je suis contre la levée de l'immunité parlementaire. De Khalifa Sall? De tout député. Jusque-là, aucune rencontre entre le concerné Khalifa Sall et les membres de la commission ad hoc. Nango Seck parle de violation de la procédure. Nous allons voter contre pour dire non à cette dictature, pour arrêter cette mascarade. C'est un combat de principe. C'est pour la République. C'est pour rétablir l'état de droit qu'ils sont en train de bafouer. De toutes les façons, ils font ce qu'ils veulent. Il y a un problème de procédure qui s'est posé depuis le début. Ce que disent les textes, c'est que le député dont l'immunité parlementaire doit être levée, doit être entendu par la commission ad hoc. Aujourd'hui, ils ne l'ont pas entendu. Très certainement, dans leurs conclusions, ils diront qu'ils ne l'ont pas entendu. Donc c'est une violation des dispositions?
Je ne sais pas si c'est une violation des dispositions. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une violation des dispositions. En tout cas, tout ce qui devrait être fait n'a pas été fait. Les conclusions de la commission ad hoc vont être présentées lors de la plénière de ce samedi aux députés d'apprécier. L'immunité parlementaire d'un député confiée par le peuple sénégalais devrait être levée par le peuple sénégalais. Je pense que, moi, en tant que député, je pense qu'il faut toujours être très, très prudent lorsqu'on s'achemine vers la levée de l'immunité parlementaire d'un représentant du peuple sénégalais. Si on doit lever l'immunité parlementaire d'un député et que la loi dise qu'auparavant il doit être entendu et qu'il ne l'est pas, l'ensemble de la représentation nationale devra en prendre compte avant de prendre toute décision. Nous ne sommes plus dans un état de droit. Il y a une dictature qui s'installe dans ce pays. Et c'est dommage pour le Sénégal, connu pour sa démocratie, connu pour le respect des citoyens envers leur État. Mais malheureusement, si on arrive à ce point, c'est déplorable. Parce que je crois que comme le maire de Dakar, député de surcroît, ne méritait pas ce traitement, si maintenant ce régime veut vraiment l'enfoncer dans ce trou avec les moyens de l'État, c'est déplorable. L'Assemblée nationale va donc attirer toutes les attentions ce samedi. Politique toujours, les députés du Parti démocratique sénégalais envisagent de ne pas voter le projet de loi de finances 2018, un projet de loi qui sera soumis à l'Assemblée nationale dans les semaines à venir. Maître Madické Niang et ses collègues invoquent l'existence de dépenses de fonctionnement qu'ils jugent coûteuses et inutiles, comme le train express régional, les bourses de sécurité familiale, entre autres. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition avec notre reporter Moussa Ngom. Esclavage, des activistes sénégalais soutenus par d'autres mouvements citoyens ont sonné la mobilisation cet après-midi à Dakar. Objectif, dénoncer le trafic d'êtres humains en Égypte et dans d'autres pays africains. Ils ont également listé les noms à cause desquels justement ces jeunes quittent l'Afrique, comme le manque de politique d'emploi, mais aussi la malgouvernance et les pressions sociales. La rencontre a eu pour cadre la place de l'obélisque, compte rendu Maïmouna Ndiaye et Mardien. Une mobilisation des porteurs de voix, un seul combat, mettre fin à la traite des personnes en terre libyenne. Il n'y a pas de culture au niveau de nos États africains qui consiste à rapatrier nos compatriotes africains. Et sachant que la Libye n'est pas un pays organisé, n'ayant pas un dispositif et des moyens pour rapatrier tous ces Africains vers leurs pays respectifs, je crois que la responsabilité, je le répète et je pèse tous mes mots, elle incombe une fois de plus à l'Union européenne. Et je souhaiterais rappeler à l'Union européenne qu'après l'esclavage, après la colonisation, après avoir pillé l'Afrique, ils sont franchement très mal placés pour se permettre de verser dans la bêtise et le ridicule en nous parlant d'immigration clandestine. L'Union européenne pointait du doigt les États africains interpellés, les femmes donnent leur partition. On lance un appel aux différentes organisations, aux différents pays de la sous-région pour que les femmes organise un sit-in au niveau sous-régional pour dénoncer l'esclavage. Donc l'esclavage doit être dénoncé partout dans le monde. Parmi les solutions durables, la mise en place de politiques d'emploi, un message fort à la jeunesse. Il faut vraiment croire en soi-même. Il faut se donner les chances de réussir. Mais je crois que là, ce qui se passe, c'est de ruer vers l'Europe en passant par la Libye. Ce n'est pas se donner une chance de réussir. C'est plutôt suicidaire. Ces organisations de la société civile comptent poursuivre cette mobilisation. Des sit-ins sont prévus au niveau des ambassades concernées. Par ailleurs, ces mouvements citoyens demandent au bureau du procureur de la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête sur les faits présumés d'esclavage. Enseignement supérieur maintenant, le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, pas encore satisfait du taux de réussite qui tourne autour de 40%.
Toutefois, le professeur Ibrahim Thioub garde espoir avec la régularisation du calendrier universitaire marqué par des chevauchements d'années. L'UCAD a également fait une option dans l'enseignement à distance. Le recteur a fait face à la presse ce matin. Compte rendu Cheikh Hassan Fall et Pape Sangone Mbaye. Tout n'est pas rose dans le fonctionnement de l'université Cheikh Anta Diop. Le recteur de ce temple du savoir en est conscient et précise que des avancées ont aussi été notées au sein de l'UCAD. Il y a de temps en temps des conflits qui surviennent au niveau de l'université. Nous avons des efforts à faire pour éliminer entièrement la violence dans nos relations particulièrement avec les étudiants. Nous avons également des problèmes par rapport à la régularisation du calendrier universitaire. Il y a des chevauchements d'années qui se poursuivent jusqu'ici. Et à ce niveau, il est important de signaler les avancées considérables que nous avons notées. Il y a de cela un temps que l'université n'avait pas connu un moment de pause. Cette année, nous avons eu une pause, mais ça ne règle pas l'ensemble des problèmes. Donc, nous sommes dans une pente légèrement ascendante au niveau des facultés pour améliorer le taux de réussite, mais nous ne sommes pas encore satisfaits de ce taux de réussite qui reste à 40%, autour de 40%. Au sujet de la surpopulation universitaire qui est le principal souci au niveau du campus pédagogique, le président de l'Assemblée universitaire propose une solution. Aujourd'hui encore, les effectifs que nous recevons constituent un problème qui participe à réduire la couleur rose des avancées que nous enregistrons. L'UCAD a choisi non pas de faire de l'enseignement virtuel intégral, mais notre option, c'est le bimodal. On combine l'université physique à l'enseignement à distance. Et c'est en cela que nous avons noué cet accord avec l'Université virtuelle du Sénégal, que nous participons à ce réseau africain pour le développement des MOOC. Donc la technologie va venir appuyer également dans le sens de l'allègement du poids de la massification des effectifs. L'université Cheikh Anta Diop, temple du savoir sénégalais, rencontre de nombreux soucis liés notamment aux effectifs pléthoriques et le chevauchement des années universitaires entre autres. Les autorités académiques multiplient ainsi les efforts pour de meilleures conditions de vie et d'études. À Diamaguène, dans la banlieue dakaroise, le torchon brûle entre éleveurs du Forail des grands ruminants. Le motif est l'installation du comité de gestion à travers une assemblée générale, ce que refusent les nomades. Les résidents, quant à eux, ne comptent pas leur laisser la gestion de ce forail et invitent les autorités à prendre leurs responsabilités pour éviter des affrontements. À ce propos, nous écoutons Samba Dia, il est éleveur au micro de nos correspondants à banlieue, Salif Sow et Asmali Diop. Ce daral-là, on dit que c'est le daral du Sénégal. Non, c'est le daral de l'Afrique de l'Ouest. Il y a n'importe quel pays qui amène ici ses troupeaux qui les vend. Ils n'ont jamais eu de problème. Maintenant, on dit, les Wolofs disent que Gandou yew beuy. Maintenant, les gens ont révolté. Et puis, leur gestion n'est pas transparente. Parce que maintenant, ils sont soutenus, je vais souligner ça, ils sont soutenus quelque part par l'État. Parce qu'il y a des cas que moi, je prends l'engagement, je le dénonce, je fais des plaintes, je fais des va-et-vient, l'État fait ses enquêtes, trouve que cette situation que je mets le doigt existe. Mais il donne ses directives et après il revient en arrière. D'accord, là, on leur laisse vendre leurs troupeaux. Mais la gestion, que ça revient à nous. Si on leur laisse à la gestion, ils vont faire, comment dire, ils vont canaliser à nous exploiter. C'est ce qui est en train de se faire. Est-ce qu'un Sénégalais peut voter à Mauritanie? Est-ce qu'un Sénégalais peut voter en Mali? Est-ce qu'un Sénégalais peut voter en Côte d'Ivoire? Tôt ou tard, ça va se dégénérer. Et puis ça se décide. Les difficultés du Daral sont multiples. Une mauvaise gestion. Une mauvaise gestion. Manque d'infrastructures, manque d'eau, manque d'électrification, manque d'accompagnement aussi. Désencombrement de Dakar, l'ultimatum du sous-préfet de Dakar Plateau aux commerçants ayant illégalement occupé la voie publique est presque arrivé à expiration.
Vous allez le voir, certains ont commencé à plier bagages, d'autres restent et également espèrent être casés ailleurs. Reportage à Sandaga, Mambiram Diouf. Les images Pape Sangone Mbaye. Depuis 2013, Ibrahima fait son petit commerce ici à Sandaga après avoir exercé le métier de menuisier. T54210, T54210. C'est parce que le commerce marche plus. Mais vous savez, nous rencontrons d'énormes difficultés pour travailler librement. En cas de déguerpissement ou de course-poursuite entre les marchands ambulants et la police, Ibrahima trouve souvent un refuge dans d'autres lieux où mener son activité tranquillement. Je me rends souvent à Thiès pour vendre mes produits, des fois à Niaritali pour écouler ma marchandise. Ce n'est pas du tout facile, mais je n'ai pas le choix. Donc je m'accroche. Il veut sa boutique à lui, mais d'y n'avoir les moyens. Le peu que je gagne ne me permet pas de louer une cantine. C'est vraiment cher. Ibrahima, tout comme Mor, occupe la voie publique de manière illégale et le reconnaissent. Au niveau du champ des courses, le centre commercial érigé sur place n'est pas très accueillant, à mon avis. Si j'arrivais à trouver mieux que ce que je fais actuellement, ce serait bien. L'État ne fait que construire des routes. S'il y avait par exemple assez d'usines, ça changerait la situation. Mécaniciens, menuisiers, entre autres, quiconque occupe la voie de manière illégale et anarchique devra se plier à la décision du sous-préfet de Dakar. Ces opérations menées le 16 octobre dernier seront élargies. Mamadou, qui tient boutique ici à la rue Sandinieri, a reçu une sommation parce que la devanture de sa place occupée dérange. C'est vrai, ce n'est pas bien d'occuper ainsi la voie. Le propriétaire de cette marchandise que vous voyez là refuse de quitter la devanture de ma place et je n'y peux rien. D'ici fin décembre, ces opérations seront intensifiées pour une meilleure circulation des personnes et des biens. Le quai de pêche de Soumbédioune sera fonctionnel en février 2018. Une annonce du ministre de l'économie maritime Oumar Gueye qui a effectué une visite de chantier hier. L'infrastructure sera d'un grand apport pour ces acteurs de la pêche qui également invitent les autorités à les impliquer dans la gestion. Pafaraning Mohamed Dien. Nous sommes sur le quai de pêche de Soumbédioune. Pratiquement toutes les pirogues sont à quai. État de fait qui confirme les difficultés que vivent les pêcheurs. Ils ont souvent toutes les peines du monde pour écouler leurs produits. C'est difficile pour nous d'écouler nos produits halieutiques. Parfois, il nous arrive d'attendre jusqu'à 17 heures pour les brader à vil prix. Plus de 300 voire 1000 pirogues à quai, ce n'est pas évident. Souvent, ce sont les femmes qui viennent acheter nos poissons. Les mareyeurs ne peuvent pas tout acheter. Même parfois, nous rentrons avec les poissons. S'y ajoute l'insalubrité qui y règne et un manque d'organisation, la construction de ce quai de pêche moderne est plus qu'une aubaine pour les pêcheurs. Ce quai va permettre l'assainissement de la plage avec le ramassage des écailles, ensuite les transformer pour les jeter. Mais le mode de gestion sème le discorde au sein des acteurs de la pêche. Pour la gestion de ce quai, nous n'accepterons pas des administrateurs qui viennent d'autres horizons. Nous voulons assister les gestionnaires. La personne qui va gérer le quai importe peu. Nous réclamons une gestion saine et transparente. Notre souhait, c'est tout simplement que nous soyons informés à temps. Pêcheurs et mareyeurs attendent avec impatience l'ouverture du quai de pêche moderne à Soumbédioune pour mieux faire des chiffres d'affaires. Mais ils réclament aussi une gestion saine et transparente. Religion maintenant, le Maulid sera célébré dans moins d'une semaine au Sénégal. Le service national d'hygiène annonce une batterie de mesures pour veiller sur les produits de consommation.
Pour le cas de Kaolack, le colonel Moussa Diensar annonce une augmentation des camions de vidange. Il est le chef du service national d'hygiène interrogé par Pape Faragning. Les contrôles de qualité au niveau de l'eau de boisson, au niveau également du contrôle des denrées alimentaires qui sont vendues dans les marchés et dans les boutiques. Également le contrôle des camions qui ont à charge de faire les vidanges des fosses septiques, mais également aussi au niveau de la salubrité des maisons et dans les voies publiques. La brigade régionale de Kaolack aussi a pris toutes les dispositions pour assurer vraiment une très bonne couverture. Les activités dont j'ai tantôt cité ici au niveau de la région de Thiès aussi sont en train d'être déroulées au niveau de la région de Kaolack depuis le lundi passé. Bon, maintenant, concernant le nombre de camions de vidange dont vous avez fait cas, qui semble être insuffisant, bon, en fait, ce problème a été évoqué aussi lors de la dernière réunion nationale au niveau du ministère de l'Intérieur où le comité d'organisation avait fait cas sur ça. Bon, mais en fait, les services qui sont dédiés par rapport à cette mission, en tout cas, avaient donné l'engagement de faire de leur mieux, en tout cas pour augmenter ce nombre. À Saraya, dans le Sénégal oriental, les sites d'orpaillage traditionnels et vacciner justement les enfants pour la rougeole et la rubéole relève d'un parcours du combattant. La quête effrénée de l'or en est la principale raison. Toutefois, les autorités médicales ont réussi à vacciner 45% des enfants et décident de consacrer les 2 dernières journées de la campagne dans les Dioura pour justement sensibiliser les communautés étrangères. Reportage Moussa Omar Gueye et Amadou Diédhiou. Dans le département de Saraya, à l'extrême sud-est du pays, frontalier de la Guinée et du Mali, des efforts ont été consentis dès les 2 premiers jours pour atteindre 45% du taux de vaccination des enfants contre la rougeole-rubéole. Toujours est-il que les autorités médicales de la région de Kédougou sont confrontées à un problème de non-maîtrise des cibles dans les sites d'orpaillage traditionnels. C'est le cas à Sayansoutou, Khosanto et Kharahena. Dormir sur nos lauriers, parce que vous savez, les problèmes de districts qui sont frontaliers avec d'autres pays, c'est un problème de la population. C'est un problème de population qui varie. Dans certaines zones, la population est sous-estimée. Avec l'affluence des étrangers, des fois, elle est surestimée. Parce que quand même, on a constaté un poste qui a atteint 83%, n'est-ce pas? C'est possible parce que c'est un poste qui n'a pas un grand volume de population. Donc on a en particulier beaucoup de sites d'orpaillage. Et c'est la seule zone où on peut trouver des difficultés par rapport à cette campagne, parce qu'on ne peut pas estimer la cible, parce que les populations qui sont là-bas sont souvent étrangères, qui n'ont comme préoccupation que la recherche de l'or. Ils se lèvent le matin, ils vont dans les sites d'orpaillage qui sont inaccessibles, n'est-ce pas? Et qui amènent leurs enfants et qui ne rentrent que le soir. Et que les 2 derniers jours de la campagne, toutes les équipes se rassemblent et vont là-bas. À Kédougou, selon le médecin-chef adjoint du district, Dr Moussa Ndiaye, des stratégies sont élaborées pour trouver les enfants dans les cases des tout-petits, à la gare routière, au marché. Ceci après avoir sillonné l'ensemble des quartiers et villages aux alentours de la commune. Youssou Ndour, hôte de l'ambassadeur du Japon au Sénégal, c'est pour la célébration du primum impérial qui lui a été remis à Tokyo il y a quelques semaines. Le diplomate nippon considère l'artiste comme étant une légende vivante qui mérite une reconnaissance. Le leader du Super Étoile réaffirme sa volonté d'aider ses collègues artistes à travers la mutuelle de santé. Habib Faye, Younous Diatta. Le premium impérial n'a pas encore fini d'être célébré. Youssou Ndour, après le prince Itachi du Japon, place à l'ambassadeur nippon d'honorer le roi du Mbalakh pour ce prestigieux prix comparé au prix Nobel des Arts. Le 18 octobre 2017, Son Altesse impériale, le prince Itachi, frère cadet de l'empereur du Japon, vous a remis le premium impérial, le prix le plus prestigieux
existant au Japon dans le domaine des arts, à l'image du prix Nobel des arts. L'artiste planétaire manifeste sa satisfaction à l'honneur qui lui a été réservé par Shigeru Omori, l'ambassadeur du Japon. Nous sommes que deux avec le sculpteur ghanéen et nous-mêmes. Nous pensons que l'Afrique, elle est très présente dans l'art d'une manière générale. Je voudrais ici vous remercier et vous dire que nous allons bientôt nous organiser avec notre mutuelle pour remettre les fonds pour qu'en fait ce que nous avons décidé depuis le Japon puisse se réaliser le plus rapidement possible. Youssou Ndour, une légende vivante qui mérite reconnaissance, dit-il. Suñu ndaje tey bi ñu fas ci yéene màggal xaritu diggante Sénégal ak Japon. C'est aussi l'occasion pour nous ce soir de fêter l'amitié entre le Sénégal et le Japon, entre le peuple sénégalais et le peuple japonais que son Excellence M. Youssou Ndour symbolise. Lui qui a à plusieurs reprises visité le Japon, collaboré avec des musiciens japonais et fait vibrer le cœur de mes concitoyens au rythme si particulier de son balakh et au son unique de sa voix. Je suis moi-même, mais depuis plus de 30 ans, un grand admirateur. C'est en octobre 2017 que le leader du Super Étoile a reçu le prix le plus prestigieux existant au Japon dans le domaine des arts. Cette distinction est décernée depuis 1989 par la Japan Art Association. Place maintenant à notre invité, M. Mamour Cissé. Il est le secrétaire général du PSD Djantbi, ancien vice-président à l'Assemblée nationale. Vous êtes également homme d'affaires sénégalais. Vous avez un mot à dire sur les images que nous venons de regarder. Mais tout à fait, et c'est vraiment une fierté, quand même, que de féliciter Youssou Ndour, qui est une valeur sûre de l'économie du Sénégal, des populations sénégalaises, mais une fierté aujourd'hui de l'Afrique, mais particulièrement aussi du Sénégal. Je me réjouis aujourd'hui qu'il ait eu cette distinction, qui est l'une des plus grandes au monde, parce que les gens disent carrément que c'est le Nobel de l'art et c'est le Nobel de la littérature, le modèle plutôt de la musique. Donc je m'en réjouis. Je félicite très franchement M. Youssou Ndour et très sincèrement. Merci beaucoup. Alors, on va parler économie, si vous permettez, avant les questions politiques, avec la situation dans nos marchés, souvent ravagés par des incendies. Le dernier en date, c'est le parc Lambaye de Pékin. Et toujours, ce sont les mêmes causes, les problèmes d'installation. Qui est responsable finalement de cette situation? Je pense que c'est plutôt... on les utilise comme du bétail électoraliste. Du bétail électoral. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Ce qui s'est passé à Pékin est une chose désolante, mais je pense que gouverner, c'est prévoir. Il faut savoir anticiper sur les choses, mais surtout mettre l'accent sur la prévention. Tout le monde savait qu'il y avait des choses pas croyables au sein de cet espace-là, où on mélangeait énormément de choses. Il y avait, il paraît, une essencerie, il y avait des bonbonnes de gaz, mais les courants de la Sénélec de haute tension qui étaient en haut, mais tout ça était connu de tout le monde. Nous avons l'une des meilleurs renseignements de la sous-région. Donc, on aurait dû anticiper sur un certain nombre de choses. Mais j'ai comme l'impression aujourd'hui qu'on est toujours devant le fait accompli. Et cela n'augure rien de bon. Je pense qu'un gouvernement, et je pense que c'est comme ça qu'on gère un pays, c'est qu'on sache anticiper sur les choses, avoir ces préoccupations de court, moyen et long terme. Alors, il nous faut vraiment des ruptures. Il faut restaurer l'autorité de l'État et c'est important. Mieux vaut tard que jamais, puisqu'en Conseil des ministres mercredi, le président de la République a annoncé des mesures allant dans le sens de moderniser les marchés. Alors, que cela vous inspire quoi comme commentaire? Bon, c'est une excellente chose. Effectivement, il n'est jamais tard pour bien faire. Mais les marchés existent. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Les trottoirs sont aujourd'hui captés par les cantines, c'est par des marchands. Alors que les trottoirs étaient faits pour les populations, pour les piétons. Aujourd'hui, tout le monde constate, pour le déplorer, que les trottoirs sont occupés aujourd'hui de façon anarchique par des cantines, des tabliers.
Et même des commerçants qui n'hésitent pas à mettre leur climatiseur, leur frigidaire, leur ventilateur carrément sur les trottoirs. La restauration de l'autorité de l'État est aujourd'hui une exigence. On ne peut pas se développer dans une anarchie pareille. Il y a des problèmes. Regardez aujourd'hui la mobilité urbaine à Dakar qui nous plombe et qui risque de nous coûter au minimum 1,5% de taux de croissance. On nous parlait de taux de croissance de 4%. Mais regardez cette mobilité. Les gens, quand ils quittent chez eux à partir de 7 h du matin, sont obligés d'arriver au plus tôt à 9 h. Il y a des embouteillages. Au-delà de 8 h, c'est 11 h. Mais quand même, ce n'est pas possible. Nous avons aujourd'hui des problèmes de mobilité qui vont avoir des conséquences sur notre croissance. Nous avons aujourd'hui des problèmes d'environnement, mais parce que ce que nous respirons n'est pas sain, n'est pas bon, à cause des Ndiagandiaï et autres. Les gens vont en grève parce que simplement on exige aujourd'hui, on veut imposer des permis à point. Mais il y a de l'indiscipline et on ne le comprend pas. Alors on a vu les autorités à travers la sous-préfecture de Dakar qui ont commencé quand même à déguerpir les gens qui ont illégalement occupé la voie publique. Cela vous dit quoi? Bon, mais on avait vu une petite expérience qui s'est faite. Sur 6 mois, Dakar était cool. Effectivement, les gens respiraient. On avait même, effectivement, repris nos trottoirs. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe sur Madeleine Gomme, sur Jean Jaurès, Jorégui Baby. Mais ils sont revenus. Et de la façon la plus pernicieuse que ce soit, passer sur les HLM, on n'a plus de trottoir, au risque d'être tout le temps accidenté. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour réussir cette politique de modernisation des marchés? Des marchés. Mais d'abord, c'est une volonté politique, avoir les espaces qu'il faut. Comprenez aujourd'hui que sur énormément de centres commerciaux, il y a plus de boutiques libres que de gens qui sont dans la rue. C'est extrêmement grave. Pourquoi les gens ne s'intéressent pas Mais parce que simplement, ils se rendent compte que, mais au Sénégal, c'est la complaisance. C'est pas un problème de coût? Mais pas du tout. Il y a aujourd'hui quand on vous dit les coûts actuellement qui sont qu'on utilise pour nous remettre des boutiques dans les centres commerciaux, c'est extraordinaire. C'est vraiment insignifiant. Combien si on pouvait savoir? Mais 30 000 francs CFA, est-ce que vous vous rendez compte que les gens peuvent avoir des boutiques à 30 000 francs CFA? Et en plein centre de la ville. Ça existe. Mais pourquoi devrait-on utiliser les trottoirs? C'est ça qui me pose problème. Mais leur alibi, c'est souvent les Sénégalais n'ont pas cette culture de fréquenter les centres commerciaux. Oh, l'indiscipline a vraiment de beaux jours dans notre pays. Aujourd'hui, je pense que les centres commerciaux donnent plus de commodité, de fonctionnalité, mais on a besoin aussi, quand nous devons exercer ce métier qui est quand même noble, mais pouvoir le faire dans les conditions optimales, pas dans la rue, mais il faut sécuriser les biens que vous vendez. Le client qui est en face de vous doit être respecté, il doit le faire et aller dans un cadre quand même qui sied dans ce monde du XXe siècle, du XXIe siècle. C'est un minimum aujourd'hui, je pense, qu'il y ait cette commodité-là. Quand vous rentrez aujourd'hui à Touba Sandaga, vous êtes fiers. Il y a aujourd'hui beaucoup de centres commerciaux, dont le mien, d'autres, mais qui sont dans les conditions optimales pour pouvoir donner le maximum. C'est des exemples. C'est des exemples. Et je pense que c'est important aujourd'hui que les autorités puissent aller quand même durablement dans ce sens. Mais quel doit être votre rôle, vous, opérateur économique, dans ce temps? Est-ce qu'on doit laisser le gouvernement gérer? Pas du tout. Ce n'est même pas le gouvernement qui doit gérer cela. Le gouvernement va créer les conditions pour permettre effectivement au secteur privé que nous sommes de pouvoir effectivement se réaliser dans ce genre de projet. Et nous n'avons pas hésité. Moi, j'ai été le premier à faire un centre commercial au Sénégal. Mais je n'ai pas attendu, c'était sous le gouvernement du président Diouf, je n'ai pas attendu comme un porte à la main ou comme donnant une main pour le faire. C'était une initiative personnelle et je pense qu'il faut aller dans ce sens. Alors la semaine dernière, vous avez accordé une interview à nos confrères du quotidien qui a surpris quand même plus d'un parce que vous dites, je vous cite, que le Sénégal a besoin d'un despote éclairé. Expliquez-nous. Non, c'était simplement un peu comme le disait mon ami Pape Samba Kane qui me connaît très bien, c'était une façon de remuer un peu les consciences. C'est simplement pour dire qu'il nous faut quand même réconcilier les Sénégalais avec l'autorité de l'État. C'est important. On constate vraiment énormément de laxisme. Nous avons besoin aujourd'hui d'entendre et de sentir l'État sur des problèmes majeurs qui sont aujourd'hui cette indiscipline. Tout le monde fait ce qu'il veut dans ce pays. Regardez la circulation. Des fois, c'est plus dû à de l'indiscipline
parce que Dakar est bouché. Vous rêvez du modèle rwandais, un Kagame par exemple? Non, si vous avez vu carrément cette interview, j'ai plus parlé de la Malaisie et de l'Indonésie. Deux pays qui me fascinent, pour des raisons évidentes. Il y a eu quand même des personnalités très fortes, très patriotes, qui ont permis aujourd'hui ce développement que nous constatons. Sachez aujourd'hui qu'en Indonésie ou en Malaisie, ils sont en train de faire des hélicoptères. Ils sont en train de faire des Mercedes mieux que les Allemands. Je vous raconte une anecdote. Suharto, du temps de Suharto, il est allé en visite officielle en Allemagne. Il a eu à voir un de ses confrères, un de ses compatriotes qui exerçait quand même des fonctions au sein de Mercedes. Mais il lui a dit que le pays avait besoin de lui. Quand il est venu, on l'a mis dans les conditions optimales. C'est lui aujourd'hui le père de toute l'industrie automobile de l'Indonésie. La Malaisie est en train de faire cela. C'est des pays aujourd'hui qui ont des taux de scolarisation, mais affolantes, 89%. Hier, ce qui s'est passé chez Mugabe, au Zimbabwe. On est en train de stigmatiser M. Mugabe. Moi, j'en fais pas partie parce qu'au moins, il a réussi deux choses essentielles. Il a permis aujourd'hui 78% de sa population d'être scolarisée. Mais ensuite, les problèmes de santé sont des choses qui sont derrière eux. Alors, je rêve aujourd'hui pour que mon pays justement, vous êtes également acteur politique. Pourquoi on n'a pas ces débats-là, les débats économiques, sur l'éducation, sur les autres aspects? Ça là me pose un problème. C'est ma frustration. Vous avez vu dans cette interview où j'ai parlé de... Je pensais qu'avec cette 13e législature, on allait avoir les ruptures qu'il nous fallait. Mais regardez ce qui se passe. C'est une foire d'empoigne où effectivement les gens ne parlent aujourd'hui que de problèmes personnels. Alors qu'il y va du devenir de notre pays. Le Sénégal rentre aujourd'hui dans les pays qu'on dit émergents avec le pétrole et le gaz. Quelles sont les conditions optimales qui sont mises en place pour nous permettre de pouvoir profiter comme il se doit de ces richesses qui vont vous venir? Sur la nécessité d'avoir aujourd'hui des centres de métiers, en plomberie, en automation, mais réorienter aujourd'hui le système scolaire éducatif au monde de l'entreprise. C'est un débat qui se pose. Quelle est aujourd'hui la place et le rôle de nos hommes d'affaires dans le dispositif et dans l'économie? Regardez le cas de Wari par rapport à cette société qu'ils veulent acheter. Justement, parlant d'hommes d'affaires, justement, le président de la République vous a réuni lundi à travers le conseil présidentiel pour l'investissement. Au moins, il y a eu un dialogue entre le secteur privé et le gouvernement. C'est une bonne chose. Vous avez pris part à cette rencontre? Pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi on ne m'invite pas à cela, alors que moi, je suis un homme d'affaires, j'ai une usine, je parle, je crée des emplois. On ne m'a pas associé à cela. Mais, bon, ceux qui ont représenté le patronat ont eu effectivement à dialoguer avec le président de la République. Je pense qu'il y a eu quelques incompréhensions vite transcendées. En quoi? Le patronat a pensé qu'il n'avait pas tout leur rôle et toute leur place au niveau du développement économique du pays. Le président de la République a rétorqué que le dialogue devait être permanent et il ne comprenait pas. Le ministre de l'économie et des finances a parlé pour dire que oui, ils étaient dans cette dynamique-là. Mais ce qu'on oublie, le président de la République a eu à dire que le patronat sénégalais devait faire un effort sur la compétitivité de nos entreprises. Mais cette compétitivité n'a de sens que par rapport aux préalables qui sont réglés. L'environnement de l'entreprise. Quand aujourd'hui, une structure comme la Sénélec, arrogante comme pas croyable, mais est en train de couler des entreprises, surtout la petite et moyenne entreprise, parce que simplement, on les coupe à tout vent, il n'y a pas d'interlocuteur fiable. Est-ce que vous payez vos factures si vous ne payez pas aussi? C'est pas ça le problème. La Sénélec, aujourd'hui, on ne lui demande pas de gagner de l'argent. Si elle peut équilibrer ses comptes, c'est tant mieux. Mais d'abord et avant tout, sa mission première, c'est de donner du courant de bonne qualité, à un coût important. Mais comprenez aujourd'hui qu'il n'y a même pas de guichet pour s'occuper de la petite et moyenne entreprise au sein de la Sénélec. Elle est arrogante et ce n'est pas ce qu'on attend d'elle. Elle a une mission de service public. Monsieur le Président, si les préalables ne sont pas réglés, cela pose un problème. Justement, on va rester sur ces pays, justement, parce que l'inquiétude du secteur privé, c'est l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. De quoi avez-vous peur? Non, ce n'est pas avoir peur. Le président a parlé de la nécessité d'avoir des entreprises performantes, compétitives. Mais pour cela, on a besoin, nous, d'avoir les mêmes chances que les entreprises marocaines, que les entreprises ivoiriennes. Je vous donne un cas. Le kilowattheure au Sénégal coûte très cher, plus de 100 francs CFA. Mais au Maroc, c'est à peine si on ne vous donne pas du courant en gratuité. Si vous allez aujourd'hui, ce n'est pas par rapport au Maroc,
Mais c'est pour dire que le Maroc est dans un environnement extraordinaire où il y a des subventions qui sont données, des facilités pour permettre aux entreprises d'être compétitives. Le kilowattheure ne coûte absolument rien au Maroc. L'autre problème, la mobilité est une chose consacrée au Maroc. Il y a aujourd'hui des institutions financières très adaptées pour accompagner les entreprises marocaines, même aujourd'hui à l'exportation. Parce qu'il faut savoir une chose, sur 10 banques aujourd'hui au Sénégal, les 7 sont marocaines. Donc, en dehors du Maroc, ils sont en train d'exporter leurs hommes d'affaires et leurs capitaines d'industrie dans nos pays. Cela pose un problème. Si nous ne l'avons pas, nous devions compter sur des structures. Et l'État doit donner les moyens à la BNDE. En tout cas, le président dit que l'État doit donner les moyens à la BNDE. Je reste toujours à cette rencontre parce que le président dit que ce n'est pas seulement le Maroc que vous aurez en face bientôt, parce qu'il y a le Kenya, il y a aussi l'Afrique du Sud, c'est de grands pays, c'est du lourd. Donc mais je vous donne un exemple. Oui, mais encore une fois, s'il n'y a pas une volonté politique qui est sous-tendue par ce patriotisme d'entreprise que nous devons avoir tous pour nous dire, à qualité égale, j'achète chez le Sénégalais bon taille. Parce que la compétitivité nous pose problème. Mais les pays que vous avez cités, au Kenya ou en Éthiopie, savez-vous aujourd'hui qu'on vous donne le terrain gratuitement, on vous donne le courant gratuitement. Comment on peut compétir aujourd'hui avec des entreprises pareilles? Merci beaucoup. Je suis désolé de sentir que... Mais je n'ai pas entendu aujourd'hui le patronat sénégalais poser ce genre de débat. Alors, la mobilité pose problème. Je n'ai pas entendu le patronat en parler. Le temps nous presse. Malheureusement, on va aborder les questions politiques avec le PDS qui décide de ne pas voter le projet de loi de finances 2018. Je vous en parlais en titre. Raisons invoquées, ce sont les dépenses inutiles comme le terre et d'autres sujets. Nous suivons le compte rendu de Moussa Ngom. Ce budget, nous ne pouvons pas le voter. À l'instar de Madi Kenyan, les membres du groupe parlementaire Liberté et Démocratie se disent fermes sur leur décision de rejeter la loi de finances comptant pour l'année 2018. La faute à des dépenses coûteuses et à leur avis sans potentiel de tomber positive sur le quotidien des Sénégalais. Dans le budget, il y a des rubriques pour lesquelles aucune forme de gouvernance vertueuse ni sobre ne se retrouve. Tout à l'heure, je vous disais que la dépendance vis-à-vis de l'extérieur représente plus de 46%. Alors qu'avec le président Ouad, cette dépendance n'a jamais dépassé le taux de 27%. Toutes les règles qui sont prévues dans la loi organique portant loi de finances, toutes les règles ne sont pas respectées. Il n'y a point d'équilibre, il n'y a point d'informations sérieuses pouvant permettre aux députés d'apprécier. Un point sur lequel les porte-paroles du jour des libéraux sont tour à tour revenus, c'est la politisation selon eux du budget en vue de l'élection présidentielle de 2019. Avec le renforcement des fonds politiques dédiés à certaines institutions, les parlementaires qui ont aussi dénoncé l'augmentation des bourses de sécurité familiale censées passer de 250 000 à 400 000 familles bénéficiaires. Notre groupe doit prendre une initiative importante sur les bourses familiales. Parce qu'on ne devrait pas pouvoir admettre que les bourses familiales qui sont de l'argent public puissent servir aussi formellement et aussi publiquement à acheter des consciences. 10 millions par famille, ça aurait permis de sortir de la pauvreté, purement et simplement, sortir, pas maintenir, sortir de la pauvreté, 6 400 familles. Faites le décompte. Et sur 3 ans, combien cela fait? Mais ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est de maintenir ces gens-là dans les conditions, ils devront toujours tendre la main. Madi Kenyan, Mamadou Diop, Decroix et leur père disent être conscients que la tâche ne sera pas aisée avec la majorité écrasante de députés issus de la coalition au pouvoir. Mais ils comptent mener leur combat avec l'appui des citoyens sénégalais. Mamour Cissé, commentaire. Oui, ben, ils sont dans leur rôle. Hein. C'est aujourd'hui la principale force de l'opposition. Elle est dans son rôle aujourd'hui que d'être un parti d'opposition. Mais vous refusez de voter le budget, c'est symbolique, mais est-ce que ça servira à quelque chose, puisqu'en face, il y a une majorité. Mais vous l'avez dit, et heureusement que le reportage l'a dit. Je respecte le point de vue parce que j'ai dit qu'ils sont dans le rôle. Bon, je peux ne pas respecter
Je respecte le point de vue, mais je peux ne pas... Et cette polémique autour de l'endettement du Sénégal, quand même, ils ont encore soulevé ça. C'est quand même, on l'a dit, je pense, je fais partie des gens aussi qui disent, gardons-nous de faire de l'autoglorification. On nous dit, oui, sur les critères de convergence, on est aujourd'hui à moins de 70%. C'est extrêmement grave, parce que, comme le disait l'autre, ce pays-là, il ne nous appartient pas. Il appartient à nos petits-enfants et à nos enfants. Nous devons le leur rendre dans les conditions optimales. Mais cet endettement-là nous pose problème, surtout quand ce n'est pas adossé aujourd'hui sur de la productivité. Aujourd'hui, je trouve que le taux d'endettement du Sénégal est excessif. On nous parle de critères de convergence qui ne sont pas toujours bien appliqués. C'est toujours par rapport à quoi? Regardez, si c'est adossé sur un taux de croissance, le taux de croissance aujourd'hui qu'on a, mais est essentiellement dû et porté par des entreprises étrangères. Sococim ne nous appartient pas. La Sonatel ne nous appartient pas. Dangote ne nous appartient pas. Mais c'est essentiellement ces structures-là qui captent l'essentiel de ce taux de croissance. Si nous ne permettons pas aujourd'hui à des nationaux bon temps de pouvoir acheter des structures comme Tigo, mais qu'on laisse aujourd'hui des structures, une bourgeoisie comprador, en complicité avec... Vous devez aussi faire des efforts, hein, comme l'a dit le président, pour faire face à cette compétitivité. Non, mais M. Dia, c'est un problème de patriotisme que nous devons avoir. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est presque fini. La dernière question. Je souhaite que l'État du Sénégal puisse donner les conditions à la Banque nationale de développement pour jouer son véritable rôle. L'affaire Khalifa Sall, maintenant, je rappelle que vous avez été vice-président à l'Assemblée nationale. Demain, les députés sont convoqués en plénière pour statuer sur sa levée de l'immunité parlementaire. En tant qu'ancien parlementaire, justement, comment vous analysez tout ça? Vous savez, je suis quand même quelque part gêné dans cette affaire-là. Pourquoi? Parce que entre les faits et les intentions ou la perception, il y a un fossé entre les faits et la perception. La perception veut aujourd'hui que les Sénégalais se disent que cette affaire-là est politique. Comment comprendre qu'il y a moins d'un mois, on nous disait que Khalifa Sall ne pouvait pas bénéficier du parapluie de député, aujourd'hui, qu'on lève son immunité? Je ne suis pas juriste. Mais quelque part, ça gêne. Et il ne faut pas donner l'impression que des problèmes politiques sont aujourd'hui adossés sur des décisions judiciaires. Ensuite, et je le pense très franchement, la place de Khalifa Sall, je pense, n'est pas la prison. Essayons, par rapport à tout ce qu'on a discuté tout à l'heure, le pétrole qui va venir, le gaz, mais le fichier électoral, le code électoral a des points importants que nous devons discuter pour avoir enfin une paix des braves, pour nous occuper sur le seul combat qui vaille, c'est-à-dire le développement économique et social du pays. Mais on ne fait que de la politique politicienne, et ce sont les mêmes dinosaures qui sont là depuis presque 35 ans et qui prennent en otage aujourd'hui le pays. La politique, certes, est une très bonne chose, mais dès l'instant qu'elle ne peut pas nous permettre aujourd'hui de nous réaliser, nous n'en voulons pas. Merci beaucoup. Nous voulons un développement du Sénégal. Je vous remercie. Je rappelle que nous recevions Mamour Cissé, leader du PSD, Diantibi, ancien vice-président à l'Assemblée nationale. Il est également opérateur économique. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.